Bonjour et bienvenue sur www.motorstay.com pour le traditionnel débriefing WRC en compagnie d'Éric Briquet. Bonjour Eric. Salut Vincent, bonjour à tous. Alors on va revenir un petit peu sur cet événement, il y a beaucoup de choses à dire. On a déjà parlé en compagnie de Patrick Rivet de Sébastien Loeb. Et maintenant on va revenir sur l'événement dans sa globalité, ce rallye de France. Alors il y a eu déjà des remaniements, il a été rallongé de 20%. Ouais, plus de 400 km, plus de 400 km de chrono, comme pratiquement tous les rallyes cette année, à savoir une volonté de la FIA de durcir les parcours. Donc l'organisation a répondu à ce souhait, mais ça m'étonnerait que ça soit le cas encore l'année prochaine. Oui, parce que je crois que Dominique Serriès expliquait que le kilomètre supplémentaire était extrêmement cher. Au niveau de l'ambiance... Finalement, à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça n'apporte pas vraiment plus de suspense, plus d'intérêt d'avoir un rallye un peu plus long. D'accord, donc ça sera... Ça rallonge un peu la journée de jeudi pour les concurrents. Voilà, il y avait un petit peu de nouveauté avec cette première spéciale en ville dans Strasbourg, des spéciales un petit peu plus longues, mais qu'un chrono comme Pays d'Ormont par exemple fasse 36, 37, 38 km, ce qui est déjà énorme, ou 43, franchement, on ne voit pas la différence. Hein. Il y avait la possibilité, comme en 2010 pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, de remporter un 9e titre, un 8e pour Citroën. Je pense qu'au niveau de l'ambiance et au niveau de la foule que ça a drainé, on a vu sur les images, c'était fabuleux. C'était comment l'ambiance? C'était comme en 2010. C'est la première fois, moi, tu vois, j'ai quand même couvert pas mal de rallyes de championnat du monde. C'est la première fois que j'ai l'impression que c'est le même. Mais vraiment la copie conforme, avec tout pareil. Du monde sur le routier, du monde dans les spéciales, du monde avant pendant les reconnaissances. Cette Loeb mania qui est extraordinaire. Tu as deux exemples. Sur la fin, le podium, c'est dans le Zénith de Strasbourg, donc une salle de spectacle, ils ont arrêté à 6000 spectateurs. Il y a 6000, ok, c'était gratuit, il y a 6000 personnes qui viennent juste pour voir un podium. Quand il sort de là, il a 20 gendarmes, policiers qui l'encadrent. C'est Johnny au Stade de France, tu vois. C'est tout simplement énorme. Et tu n'as pas un rallye avec d'autres pilotes, que ce soit les Finlandais en Finlande, ou même ils sont moins nombreux déjà, les Finlandais, au départ. Voilà, ou un Carlos Sainz à l'époque de sa splendeur en Espagne. J'avais jamais vu ça avant. C'est tout simplement phénoménal. Voilà, c'est un truc, comme on dit, exceptionnel. Et là, le terme n'est pas galvaudé. Dernière chose, moi, une chose que je n'ai pas comprise, c'est d'habitude, la Power Stage, c'est toujours la dernière spéciale des rallyes. Ça fait pratiquement 2 ans que ça dure. Là, c'était l'antépénultième. La raison? La raison, moi je sais qu'un jour j'avais parlé avec Michel Mouton et dire mais par exemple quand le dimanche il n'y a plus de suspense, pourquoi ne pas choisir une belle spéciale? Par exemple, je me souviens on en avait parlé, c'était au Rallye du Mexique, il y avait un long chrono de 40 km qui n'était pas le dernier. Il dit mais tiens regarde, plus personne ne roule. Aujourd'hui on est dimanche, c'est joué, c'est plié. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette spéciale de 40 km? Je dis à Michel, pourquoi ça ne serait pas la Power Stage? Pourquoi ça doit être systématiquement la dernière du rallye? Alors, je ne sais pas si cette idée a ensuite continué son chemin. Parce qu'au départ, c'était pour que ce soit télévisé. Hein. Oui, bien sûr. Pour ça, mais puisque là, de toute façon, c'était tout télévisé, donc ce n'était pas un problème. Mais pourquoi devoir choisir la dernière? Et le problème de la dernière, c'est que c'est Haguenau. Et Haguenau, ce n'est pas forcément la plus représentative. Donc, c'est une spéciale qui est en ville, qui est faite pour, j'allais dire, le jubilé de Sébastien Loeb, tu vois. Et puis même, qui va rouler, prendre des risques dans cette dernière spéciale. Donc donner des points, je dirais presque comme ça, distribuer des points gratuits. Là au moins, ils se sont dit, si c'est plié, ça continuera à rouler dans d'autres spéciales. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Presque toi qui aurais donné l'idée à Michel Mouton. Non, je ne vais pas dire ça. Absolument pas. Mais je me souviens d'avoir parlé avec Michel, donc c'était au Rallye du Mexique. Là je pense que Dominique Serriès et toute son équipe sont suffisamment grands et super forts au niveau organisation. Hein. En 2 ans, ils ont vraiment monté l'épreuve à un très très haut niveau. Je pense qu'ils sont assez grands pour trouver eux-mêmes cette idée. D'accord. Non, on pensait que c'était la dernière. Donc c'est vrai que ça a un peu surpris tout le monde. Hein. Oui, mais il n'y a pas de règle. Ça n'a jamais été écrit. En fait, c'était la dernière parce que dans certains rallyes, on peut imaginer que ça se joue à la fois le rallye, les points, la Power Stage. J'ai eu quelques exemples, notamment en Jordanie, où ça s'est joué à 2 dixièmes de seconde entre Latvala et Ogier. Bon bref, il y a des exemples où la Power Stage est vraiment décisive. Quand il ne se passe plus rien, tu peux prendre n'importe quelle spéciale du dimanche et tu dis voilà, c'est celle-là. Au dernier moment, on décide que c'est celle-là en fonction de l'intérêt. Mais là, c'était pas au dernier moment. Non, c'était prévu depuis. Ouais. Et dernière chose, il y a eu un conseil mondial, donc on sait qu'il y a un nouveau promoteur pour le WRC. Enfin, il y a eu des accords. Il y a également une nouvelle règle en termes de sécurité. Maintenant, sur les rallyes asphalte, tous les équipages, y compris ceux qui ne sont pas inscrits pour marquer des points, peuvent avoir des ouvreurs. Ça, c'était, j'allais dire, le minimum nécessaire en termes de sécurité. Quand tu vois que des garçons comme Denis Sordo qui roulent top 5 n'avaient pas droit aux ouvreurs, des garçons comme Yvan Muller qui viennent une fois de temps en temps, ou Romain Dumas, sans ce changement de règle, n'auraient pas eu le droit aux ouvreurs non plus. Tu te dis quand même, c'est limite pas normal. Mais moi, je dis,
allons jusqu'au bout maintenant en termes de sécurité. Parce que les WRC, c'est bien, mais les Super 2000 qui roulent juste un poil derrière, ça va très très vite. Mathieu Arzeno, quand il se plante, c'est parce qu'il n'a pas d'ouvreur. Et qu'est-ce qui coûte le moins cher? Parce qu'à la base, on voulait réduire les coûts. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 000 € pour un équipage d'ouvreurs, 3 chambres, 3 nuits d'hôtel, une voiture et tout? Ou est-ce qu'il faut mettre 50 000 ou 100 000 pour réparer une voiture? Moi, je crois que ce n'est pas une question d'économie, c'est une question de sécurité. Donc il faudrait aller au-delà sur l'asphalte, et surtout quand on sait que des rallyes comme l'Allemagne, comme l'Alsace, le changement peut se dégrader très vite d'un virage à l'autre en raison de cette boue qui est amenée par les voitures. Ça veut dire que la sécurité, si on va jusqu'au bout des choses, il faut aussi pour les Super 2000 et voire même pour tout le monde. Moi je dis tout le monde, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens favorisés, privilégiés, parce que même avec une petite Suzuki Swift, même avec une petite R2, quand tu attaques, et quand tu te fais piéger, tu peux te faire mal et tu perds beaucoup d'argent quand tu casses tout. D'accord. Et alors justement, pourquoi Evgeny Novikov n'avait pas d'ouvreur? Pas d'argent. D'accord. Budget, il a fait ric-rac, on est en fin de saison et il a gratté sur tout. Et comme il est là encore pour rouler, pour apprendre, son ouvreur normalement c'était Bruno Sabi sur l'asphalte. Donc c'est un ouvreur que Denis Giraudet lui avait trouvé, donc c'est pas gratuit. Je pense que c'est normal, tu payes quelqu'un avec de l'expérience, donc tu es sûr d'avoir un très bon boulot. Mais Evgeny a fait vraiment ce rallye au minimum du minimum et il a choisi de se passer de la présence d'ouvreur parce que voilà, question de budget. Bon, on revient à l'Aube. Parce que bon, c'est quand même, il a marqué. On a déjà fait un débriefing, mais pour la première fois, moi, je l'ai senti très ému pour une victoire. Là, sur le podium à Strasbourg, il y a presque les larmes aux yeux. Alors, je sais que c'est un contexte familial qui était difficile. Oui, bon, il y a eu ça. Hein. Il y a pensé forcément quand tu perds ta maman une semaine avant le départ, c'est forcé que, surtout que le jour même, il avait traversé le village d'Oberhofen, son village où il a vécu. Il a vu aussi Agno, où il a vécu. Bon, bref, forcément, en émotion, c'était fort. Mais je crois surtout, c'est cet accueil. 6000 personnes pour un podium. Il a été bluffé. Quand il est rentré dans le Zénith, il a d'un coup découvert ça. Et puis il s'est dit, c'est peut-être la dernière fois que je saluerai ou que je fêterai un titre de champion du monde en rallye. Donc il y a quelque part ce côté un peu, si c'est la dernière fois, il y a côté la page qui se tourne, donc forcément l'émotion, et puis se dire, bon, il faut que j'en profite à fond. Et c'est vrai que ce qui surprend avec Sébastien, qui n'est pas un expansif, hein, à part la fois où il avait encore, tu sais, il avait fait sa roulade arrière. C'était le premier titre, je crois, c'était en Corse. Après, moi j'ai vu, tu vois, l'arrivée du dernier chrono, juste après l'arrivée du dernier chrono, il est monté sur le toit de sa voiture, il a levé les bras au ciel, mais sans plus, tu vois, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va te faire un show à la Peter Solberg, démonstratif et tout. Chez lui, tout est à l'intérieur, au niveau voilà, ou alors avec ses proches, ses intimes le soir quand il a fait une petite fête. Mais c'est vrai qu'il était ému, et ça s'est vu, hein, on l'a vu quand même, il a essayé de cacher sa petite larme, mais ouais. Bon, et on va pas revenir sur son palmarès, mais enfin bon, il a quasiment tous les records, si ce n'est celui de participation. Si on enlève les participations au championnat du monde des rallyes où il ne pouvait pas gagner, quand je parle à la Toyota Corolla ou quand il était avec Saxo, voilà. On en a une victoire sur 2, je pense pas loin, sur 2 participations. Donc, bon, on va revenir, mais toi, je voudrais savoir quel bilan qu'il a côtoyé et qui a vécu ces 10 années de victoire. Tu dresses de l'ère Sébastien Loeb, même si on n'a pas encore tout à fait fini, mais on est en train de tourner la page quand même. On va y oui, c'est clair. D'ailleurs, il le dit lui-même, ça s'est fini dimanche sur Agno, hein, puisque c'était sa dernière saison où il marque des points, où il joue un championnat. Les 2 prochains rallyes, ça va être donc pour le fun, et puis l'année prochaine, ça sera encore un truc différent. Donc c'est vrai que dimanche soir, on insistait à la fin d'une belle histoire. Que retenir ? Retenir un parcours hors norme, tout simplement, toujours présent. Chaque fois qu'il partait, on se disait, j'ai rarement vu un sport ou un champion où tu sais qu'il va gagner. Sur certains rallyes, sur certaines épreuves, tu sais que quand il a été en bagarre avec Hirvonen pour un titre à Cardiff et tout, tu sais qu'il va le faire, à l'avant, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais qu'il ne va jamais faire de faute, il va être quand même présent, il va être compétitif, il va aller vite. Tu vois. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il est toujours présent, partout, tout le temps. Alors en disant des anecdotes, tu as dû en connaître pas mal. La plus marquante, ce qui t'a le plus marqué? Mais il y en a tellement comme ça. Je dirais, moi, la première fois où vraiment je l'ai vu rouler vite en championnat de France. Parce qu'il débutait à cette époque-là, il n'était pas très connu. Et je me souviens de l'arrivée d'une spéciale. Donc je prends des déclarations et je me demande alors ça s'est passé comment. Il me dit, oh là, je peux aller beaucoup plus vite. Alors, il avait déjà fait un bon chrono, c'était avec une Renault Maxi Mégane. Bon chrono. Et je dis, tiens, on va voir si lui bluffe ou pas, on va voir si c'est du blabla ou pas. Tour suivant,
c'était au Rallye du Mont Blanc. Il améliore de 15 secondes. Et là, je me suis dit, waouh, là, le garçon, il va falloir le suivre. Ok, bon, on va passer Mais aux après, autres. c'est vrai qu'en mondial, bon, après, il y en a tellement. Il faudrait un bouquin. Il y a déjà eu. Mais... Moi, je voulais la plus marquante, mais c'est vrai, bah, on va recommencer à la source. T'as commencé à la source au début, très bien. On va passer aux autres. Le classement, deuxième Latvala, troisième Hirvonen. Comme en Allemagne, ce qui m'a choqué, c'est la différence des écarts. En Allemagne, il y avait 2 minutes et 2 minutes 31. Là, il y avait 15 secondes 5 et 44 secondes 1. Est-ce qu'on se prépare, même du côté des adversaires, à l'après-lob? Ou est-ce que lob était en mode on assure jusqu'au bout sans trop en rajouter? Je pense les deux. Je pense qu'il y a Latvala et Hirvonen qui continuent à progresser sur l'asphalte, donc forcément l'écart se resserre. Et puis tu as de l'autre côté Sébastien qui l'a dit dès le départ, ce qu'il jouait c'était le championnat en Alsace, donc pas forcément la victoire, donc il n'a pas pris de risque. Et on le voit, il a 30 secondes le samedi soir. Il n'en a plus que 15 le dimanche, ça veut dire qu'il a géré. Donc il n'a pas cherché à creuser un écart plus que ça. Il a pris le minimum sans prendre de risque. Et voilà, donc ce qui fait que cet écart est plus serré. Mais peut-être qu'Hirvonen va mieux sur l'asphalte. Ouais. Et Latvala aussi, c'est clair. Latvala qui peut s'estimer chanceux d'être à l'arrivée. Ouais. Parce que là, un peu tous, hein, parce qu'ils sont tous plus ou moins allés. Après, tu restes planté dans un champ, tu restes 2-3 minutes ou tu restes 2 secondes. Ouais, je vous invite à voir les images. Aussi est allé, ouais. Tout le monde on, se sent arrêté aussi compliqué. On va en parler déjà, mais je vous recommande les images sur Internet. Vous tapez sortie Latvala, vous voyez que dans la spéciale numéro 10 Pays d'Ormont, normalement, 9 fois sur 10, ça on continue pas. Mais voilà. Alors on va parler de Peter Solberg. Bon. Il a fait son erreur. C'était un spécial numéro 9, la première de la matinée. Et il allait chasser Mikko Hirvonen. Après, il est reparti en rallye 2. Et là, moi, je l'ai senti, il n'était plus dedans. Mais plus du tout. Est-ce que ça l'a marqué, cet incident? Oui, forcément. Oui, forcément, parce qu'en plus, ça n'a pas été très discret. Non. Tout le monde l'a vu. Je ne dirais pas que tout le monde s'est moqué de lui, mais ça doit être dur pour son orgueil, pour son ego. Il a même été convoqué le soir à la direction de course pour s'expliquer pourquoi il a continué à accélérer dans les vignes. Alors que, voilà. Limite, on lui a reproché. Hein. Limite, on lui a dit que ce n'était pas bien. Donc, il est reparti. Pourquoi il est reparti? Je ne sais même pas pourquoi il est reparti. Sincèrement, j'ai posé la question, il me dit c'est pour être là, le show, le spectacle et tout, parce qu'il n'y a presque plus de points à ramener. Est-ce que c'était pour lui, pour une façon de ne pas finir ce rallye sur une note, catastrophique? Parce que l'image, elle va passer dans tous les bêtisiers de fin d'année, hein, zapping, bêtisiers de partout quand même. Oui, on a un peu peur parce qu'on s'est dit s'il y avait des spectateurs qui n'avaient rien à faire là. Grand miracle. Mais je pense qu'il est reparti pour essayer de faire des chronos. Pour essayer de montrer qu'il était quand même compétitif, parce qu'on est quand même dans une période un petit peu tendue au niveau des transferts. Il y a peut-être une place pour lui quelque part, donc il est obligé de se montrer. Donc c'est sans doute pour ça qu'il est reparti. Mais comme les conditions étaient tellement compliquées qu'il n'a pas pu, il s'est pris dans le naufrage et il s'est dit si j'en refais une, là, là je suis bon, plus personne ne va venir me chercher. Ça fait quand même 15 points en 3 rallyes. C'est très peu. Et c'était aussi l'occasion, je pense que c'était aussi l'occasion de faire les spéciales du dimanche en course. En disant, si jamais je reviens l'année prochaine, voilà, au moins je valide les notes, je roule, voilà. Ouais, donc ça fait 15 points en 3 rallyes, et là il chute de la 4e à la 6e place. Derrière, Jari-Matti Latvala, qui récupère sa 3e place. Derrière Mats Forsberg, voilà, il y en a un, c'est son équipier qui n'était pas en Argentine, et l'autre, c'est un espoir norvégien, un compatriote, plus jeune, et qui a marqué à chaque fois qu'il a participé. Donc ça commence à faire... on se pose des questions. C'est pas la belle saison, c'est pas la si belle saison. Lui qui rêvait de revenir pilote d'usine, c'était son objectif après Subaru. Il est resté un petit peu, j'allais dire, il a monté son équipe, hein, il a roulé avec des Citroën privés. Il voulait revenir pilote d'usine, il est revenu. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour lui pour obtenir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire une victoire. Allez, on descend dans le classement. On va parler de cette formidable bagarre pour la 4e place. Il y avait Denis Sordo, il y avait Mats Forsberg et il y avait Thierry Neuville. Bon, on va commencer par Sordo. Il est toujours là, on sait ce qu'il vaut sur asphalte. Mais là, la Mini, là, on commence... le fait qu'elle soit plus soutenue, qu'il n'y ait plus de sous, là, on sent que pour la développer, si tu regardes elle commence à perdre. Si tu regardes par rapport à l'année dernière, c'est simple. L'an dernier, il était presque sur le point de se battre pour la victoire. Hein, quand Loeb a abandonné, il était en bagarre avec Ogier et Peter Solberg. Il avait fait aussi des podiums. Là, cette année, il n'est même plus dans le coup pour un podium. Donc ça veut dire que les voitures comme la Citroën et la Ford ont progressé et la Mini stagne au mieux. Je ne dirais pas qu'elle régresse, mais elle stagne. Ce qui fait que pour Denis, ça devient de plus en plus dur. Il s'est battu, comme il s'était battu sur les autres rallyes, mais ça n'a pas suffi. Puis en plus, la mécanique l'a trahi le dimanche. Donc, il était frustré. Il avait pas mal de problèmes de frein. Il était assez en colère. Et même la 4e place, il disait
Ça vaut rien, 4e ou 6e, c'est la même chose. Il s'est battu, hein, il a fait son boulot, mais bon, voilà. Et lui aussi a besoin de se montrer. Ouais. Parce que lui aussi est en contact avec des marques, notamment Citroën, hein, on peut le dire, puisqu'il le dit, il ne le cache pas. Et Yves Maton le dit aussi, pour être la doublure de Loeb l'année prochaine. De Hirvonen. Non, la doublure de Loeb. C'est-à-dire que les rallyes où Loeb ne serait pas là, c'est le coéquipier d'Hirvonen, si tu veux, mais la doublure de Loeb, les rallyes où Sébastien Loeb ne serait pas présent, ça serait peut-être pour Sordo. Ah oui, parce qu'il y aura que trois voitures. Une Alcassimi, une Hirvonen. Une Alcassimi et une troisième à partager entre Loeb et Sordo. Ouais. Et une Junior Team pour Neuville. Et normalement, oui. Parce qu'on l'a vu, Thierry Neuville, une très belle course, il a fait 6 temps scratch. Notamment, il a brillé le samedi, c'était le premier leader. Ouais. Le dimanche, pardon, la dernière journée. Il a fait quasiment tous les scratchs, je crois. 5 meilleurs temps sur 6 et un deuxième temps pour moins d'une seconde. Donc, la top journée. D'accord. Bon, il y a eu des erreurs aussi, il en a fait pas mal. Ouais, un petit attaqueux notamment. Si on compte, il y en a eu 3. Oui, si on compte, il y en a eu 3. Il y a eu cette pénalité de 20 secondes qui l'a énervé. Il s'est dit, je vais aller les rechercher parce que du coup, ça le privait de cette 4e place. Il paraît qu'Yves Maton a dû arrondir les angles entre le pilote et le copilote. C'est vrai qu'il a fait une erreur, mais bon, c'est un couple. Hein. Un pilote, le copilote peut en faire au même titre que le pilote. Ouais, sauf que historiquement, et ça durera toujours, un pilote n'acceptera jamais l'erreur d'un copilote. Ouais, il n'acceptera jamais parce que... L'homme l'a accepté quand même pour Daniel Elena. Il y en a eu 2 dans la carrière. Je peux dire que quand même... Moi j'ai le souvenir d'un... Le Japon, le plus, moins et tout, il a été long à passer. Hein. Quand il sort au Portugal, tiens. Et non, tu m'as dit droite, ouais. Ouais, de suite. Il n'a pas dit c'est ma faute, il a dit tu m'as dit droite. Et Daniel dit non. Je t'ai bien dit. Il a dit j'ai mal dormi. Ouais, voilà, j'ai mal dormi, je vais être sûr. Mais tu vois, tout de suite, c'était un pilote qui ne peut pas accepter parce qu'il prend des risques. C'est lui qui assume les risques. Moi, le copilote les assume aussi, mais c'est quand même le pilote qui appuie sur l'accélérateur. C'est lui qui se bat, il sait ce que c'est que grappiller les secondes. Et quand d'un coup, tu lâches 20 secondes aux adversaires gratuitement, parce que c'est une erreur, c'est normal que le pilote l'ait mauvaise. Après, c'est à lui de se calmer, de se rendre compte que les erreurs dans un équipage, ça peut être une fois le pilote, une fois le copilote. Mais regarde, Ogier avec Ingracien, au début, quand il part sur il se trompe de route, et qu'il évite le 4x4. C'est normal, c'est un couple et ça peut s'engueuler, mais il faut aussi après savoir se rabibocher, oui, parce que les 20 secondes, bon. Mais ça l'a bien motivé. Il les avait perdus de son côté, mais ça l'a motivé, ça lui a peut-être donné le petit coup de boost nécessaire. Et Mats Osberg, qui était... Bon, il a dit en fin de saison, moi je vais aller vite partout. Il l'avait déjà prouvé en Grande-Bretagne. Là, moi je ne l'attendais pas aussi bien en Alsace, sur le goudron, qui pesait avec une Ford, où là, moi je ne veux pas défendre les uns plus que les autres, mais j'ai quand même l'impression que si on a un pilote privé, il vaut mieux avoir une Citroën qu'une Ford, parce qu'il y a plus de chances qu'elle soit mieux entretenue. Ouais, c'est possible. C'est possible et surtout, il y a plus de chances qu'elle soit vraiment identique aux voitures officielles. Donc voilà. Parce qu'on l'a vu après avec... derrière Tanak aussi un beau rallye, il n'y a pas un écart si important par rapport aux autres. Et Novikov, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. C'est-à-dire, en début de saison, Novikov paraissait le jeune le plus affûté, on l'a vu au Monte-Carlo. La fin de saison, alors c'est peut-être le fait qu'il soit à court de budget, qu'il ait plus d'ouvreurs. C'est clair. Mais là, j'ai l'impression que Tanak prend le dessus sur lui, au sein de l'équipe M-Sport en tout cas. Ouais, difficile à dire. Bon, il faut voir aussi qu'il change de coéquipier, qu'il n'a plus Denis Giraudet à côté de lui, qui lui a apporté énormément. Donc ça aussi, ça compte. Peut-être le fait d'être vraiment limité, il n'y a pas d'essai, il n'y a rien. Tu te dis, si j'en fais une... je finis pas la saison. Voilà, donc c'est pas simple. Parce que pour Mats Osberg, il a la même chose, pourtant. Sans over sur un rallye comme ça, c'était mission limite impossible. D'accord. Allez, on va terminer par les petits jeunes, par les Français. Oui, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Moi, j'ai envie de parler de Sébastien Chardonnay, premier rallye avec une WRC en mondial, premier point. Et en plus avec le geste, il s'est arrêté quand il y avait, le problème pour Al-Attiyah. Exact. Il a été recrédité, il a fait des petites fautes, mais il allait au bout. Je pense que pour un premier... Tu ne t'attendais pas à ça, hein. Tu avais dit que c'était peut-être un peu trop tôt au dernier débriefing. C'est vrai que c'est la bonne surprise, la bonne révélation de ce rallye. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire des performances honnêtes et surtout constantes. Et il s'est mis sur un rythme, il est, je pense, en accord avec les gens qui l'entourent, notamment Simon Jean-Joseph. Donc Sébastien a dit, voilà, je prends tel rythme, je m'y tiens. Et ça a payé parce qu'à l'arrivée, être 10e, c'est pas rien. Marquer un point, c'est quelque chose.
Il avait fait un rallye avant où ça s'était pas trop mal passé déjà en préparation dans les Vosges. Ouais, il se battait plus, il était loin par Ouais, rapport à ouais, mais justement, Ironman. ça prouve qu'il a peut-être compris, ça lui a servi. Ce rallye dans les Vosges, il l'a fait sous la pluie. Là, il y avait de nouveau la pluie dimanche. Il a réussi à faire ça pratiquement sans faute. Non, c'est bien, c'est intéressant. Stéphane Consani, qu'on aurait dû voir avec une Mini WRC, qu'il l'a fait avec une DS3 R3, hein, sa voiture étant trop endommagée. Bon, bah, lui termine premier des 2 roues motrices, on l'a moins vu. Et puis on va terminer avec les pistards. Yvan Muller et Romain Dumas. Tous les deux ont fait un peu de rallye, notamment Romain Dumas qui le fait en Porsche. Et là, c'est de l'échelon supérieur. Bon, ils se sont fait plaisir, mais ils ont reconnu, ça a été dur. Hein. Ouais, parce qu'en fait, bon, Yvan, il a dû faire 7 ou 8 rallyes en 10 ans total, donc plus un peu de Dakar, un peu d'Andros. D'ailleurs, il me disait, le dimanche, ça lui a servi l'Andros. Il a fait des bons temps, un 4e, un 5e temps, bien, donc ça c'était bien. Donc là, il avait pour la première fois, j'allais dire, une voiture très compétitive, en tout cas très performante, la Mini de chez ProDrive. L'an dernier, il l'avait fait sur une Super 2000 qui était tout le temps en panne, donc c'était grosse galère. Là, il a franchi un cap au niveau voiture, il s'est rendu compte que c'était vraiment pas du tout facile. Pour Romain, pareil, nouveauté, puisqu'il a l'habitude de rouler en Porsche, très puissante, 2 roues motrices, propulsion. Là, il a une voiture qui est avec un châssis extraordinaire, pas de moteur, comparé au châssis, quand je dis pas de moteur, par rapport à une Porsche, c'est-à-dire que le châssis d'une WRC pourrait avoir beaucoup plus de puissance, des freins phénoménaux. Donc tout ça, plus les pneus, tout était nouveau pour Romain, qui découvrait le rallye, contrairement à Yvan Muller qui avait déjà fait 2 fois. Donc on va dire que c'était à peu près équilibré comme match, mais ils se sont rendus compte que c'était loin d'être évident. Et moi, ce que me disait Romain Dumas, il me disait, tiens, mais moi, des garçons comme Holzberg, comme Tanak et tout, je pensais que c'était des spécialistes de la Terre. Il dit, mais moi, ils m'ont bluffé, parce que même sur l'asphalte, ils roulent très très vite, ces gars-là. Et même en super spécial, parce qu'ils espéraient faire des coups en super spécial. Au moins, bah même là, ils ont vu que c'était pas simple. Ce qui prouve que ben, ça s'apprend, et il faut rouler avec, et que c'est pas si simple. Et que ça donne que plus de mérite à la performance de Sébastien Chardonnay, et de Mathieu Arsenault, et de tous ces gens-là. Je suis d'accord. Bon bah voilà, j'espère qu'on a fait le tour. On a peut-être été encore une fois un petit peu long. En tout cas, on s'en donne rendez-vous. En tout cas, moi je m'en suis pas rendu compte. Dans 15 jours, ça sera pour la Sardaigne. L'avant-dernière manche, il n'y a pas d'enjeu. Donc il n'y a pas d'enjeu, c'est pour l'honneur. Mais l'honneur, les champions en ont. Et on en a un paquet de champions. Ah oui, là ça va être sympa. Et puis je pense que l'intérêt des 2 prochains rallyes, ça va être un peu savoir qui fait quoi. On va peut-être avoir enfin des infos sur les transferts Sardaigne, si on ne le sait pas en Sardaigne. Bon, au moins en Catalogne. Mais c'est vrai qu'il est temps là, on commence à se languir. Ouais. Salut à tous. Salut.